les joueurs de hockey qui ont évolué au sein de la Ligue de hockey, la Ligue canadienne de hockey ou la Ligue de hockey junior majeur du Québec et qui ont subi des abus ont obtenu l'autorisation d'exercer une action collective contre la LHJMQ et la Ligue canadienne de hockey et 18 équipes aussi. Mais ça, c'est juste la première étape d'un très long processus. On a invité Rémi Bourget, qui est avocat civiliste, pour en parler. Bonjour, Rémi. Bonjour, Isabelle. Alors, c'est sûr qu'à cette étape-ci, l'autorisation, on ne parle pas ni de la valeur de cette requête-là, ni des chances de réussite. Non. Sous réserve, toutefois, que les faits allégués là, supportent les conclusions, n'est-ce pas? Hein? C'est la première étape là, du juge, que le juge doit accomplir lorsqu'il est saisi d'une telle demande. On doit lire la demande et voir si ces faits-là étaient prouvés, est-ce que ça donnerait ouverture au recours? Après, est-ce que le recours collectif, l'action collective qu'on doit dire maintenant, est le bon véhicule, hein, contrairement, par exemple, à des jonctions d'instance, comme on avait parlé dans le cas de l'affaire Roson, par exemple. Ou Carcillo, Exactement. Et finalement, il faut s'assurer que les faits sont connexes ou similaires entre les différents demandeurs potentiels là, qui sont représentés par un demandeur. Alors ça, c'est géré là, à la première étape. Et ce demandeur, c'est Carl Latulippe. Il avait 16 ans, il jouait avec les Voltigeurs de Drummondville. Et lui, il a subi toutes sortes d'abus. Mais c'est lui le demandeur, donc il représente des milliers d'autres joueurs partout au Québec. Mais j'imagine que chacun va devoir prouver ce qui lui est arrivé. Bien, c'est ce qu'il y a de particulier avec une cause comme celle-ci, c'est que ultimement, ici, ce qu'on va tenter de démontrer, c'est l'existence d'un système. Hein? Donc, les abus peuvent être différents d'une victime à l'autre. Ils n'auraient pas tous subi le même type d'humiliation. Ça peut être des choses plus ou moins semblables, plus ou moins différentes. Mais ultimement, la faute qu'on impute là, aux ligues et aux équipes, c'est finalement de l'aveuglement volontaire. C'est de dire soit que vous le saviez, soit que vous auriez dû le savoir. Et dans les deux cas, bien, vous avez fait preuve là, de négligence. Là. Vous auriez dû protéger ces joueurs-là. D'ailleurs, c'est ça, le juge Bouchard, il l'identifie assez bien. Il dit que c'est ça le cœur du débat, que la négligence alléguée aurait été érigée en système, mais il dit quand même que ça va être un sérieux défi d'en faire la preuve. Alors, comment on fait pour montrer qu'on a été négligent? Oui, ça va être tout un fardeau. C'est une cause qui, si elle se rend à procès, va nécessiter sûrement des mois d'audition. Hein? On parle des centaines, potentiellement des milliers de victimes potentielles. Là. On sait que souvent, des initiations, c'est pas juste un joueur, c'est toutes les recrues, c'est l'équipe au complet. Alors, on peut s'imaginer aussi qu'il y a toutes sortes de questions, parce que certaines des questions qui étaient intéressantes, je trouve, c'est celles que, par exemple, il y a des équipes qui n'existaient pas au moment des faits. Alors là, comment pourrait-elle être aujourd'hui tenue solidairement responsable de des fautes qui ont été commises au sein d'autres équipes? C'est parce qu'à un moment donné, elles ont existé. Elles ont fini par exister et par arriver dans le portrait. Et là, lorsqu'on parle d'un système, bien là, il va falloir le prouver. Alors, effectivement, c'est une première victoire, c'est une étape importante, mais le gros du travail demeure à être accompli, là. Oui, parce qu'effectivement, si on met tout le monde dans le même panier alors qu'il n'existait pas, il y a ce danger de responsabilité par association. Ça, c'est grave, là. Oui, bien, effectivement. Et moi, un des éléments que je vais trouver intéressant aussi de suivre, c'est de voir si toutes les équipes vont être représentées par le même bureau d'avocats rendu à l'audition. Et on sait aussi que, par exemple, dans des causes comme celle-là, les assureurs vont avoir un moment donné un gros mot à dire aussi, hein, parce que souvent, c'est eux qui vont payer pour des mois de procès. Et là, eux vont regarder ça d'un regard froid avant de décider si oui ou non ils recommandent de régler. Mais maintenant que l'autorisation est accordée, bien, on est un peu plus dans le siège du conducteur du côté de la demande, à tout le moins. Parlons justement un peu d'argent, tandis qu'il nous reste un peu de temps. Le demandeur, il demande aussi 150 000 $ pour lui. Et au total, il y a un montant de 15 millions qui est demandé pour le groupe. Est-ce que, un, c'est réaliste? Et puis, deux, comment on distribue ça après? Oui, bien, je vous dirais que à première vue, c'est un montant qui est réaliste, qui est même raisonnable pour un recours potentiellement comme celui-là, mais c'est certain, selon moi, que c'est un montant qui va être appelé à évoluer dans le temps lorsqu'on va savoir combien de personnes vont se manifester, combien de personnes vont s'exclure. En bout de ligne, lorsqu'on arrivera à un procès au mérite, si on y arrive, il y aura combien de personnes qui seront représentées là, dans cette demande-là pour après évaluer à quel montant ils auront droit là, rendu là. Donc, effectivement, à première vue, c'est le genre de montants qui sont demandés dans ce genre de cause-là. Maintenant, exact, on est encore loin de la coupe aux lèvres. Et donc, on aura l'occasion de s'en reparler. Merci, Rémi Bourget. Au revoir.